Ça répond à ta question? Ça répond à ma question. Ton domaine de prédilection, ça reste quand même l'ingénierie son? Ouais. Pourquoi? Parce que c'est plus facile d'en vivre. Parce que c'est plus facile d'en vivre. C'est des études dans le foot pour apprendre à gérer un club sportivement parlant, administrativement parlant, financièrement parlant. Ou parce que je viens du schéma classique, le foot à la musique. Hein. Ok, ouais, c'est ça, puis t'as fait les croisés. Il n'y a pas de croisés, j'étais nul. Un beatmaker, avant tout, c'est un artiste. Il fait pas que des prods dans le but qu'il y ait quelqu'un qui vienne saccager ou non sa prod, parce qu'il y en a beaucoup qui saccagent nos prods. Le partage, c'est au centre de la musique. Donc, quand on fait de la musique ensemble, autant partager. C'est bien à la fois pour l'ingé, c'est bien à la fois pour le client, et je pense que c'est bien à la fois pour le morceau aussi. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Nomade. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Don Dino. Don Dino, comment ça va? Bah ça va et toi? Ça va super. Merci de nous accueillir dans ton studio ici à Montpellier. Merci à toi de m'inviter. Tu es ingé son et beatmaker. Ouais. Tu es auto-entrepreneur. Ouais. Tu officies aussi pour l'Arche, dont on va parler un peu plus tard. Et je suis ravie de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Nomade. Plaisir partagé. Pour ouvrir cet échange, petit quiz. J'aimerais qu'on rende plus clair 3 des métiers de la création musicale. Ouais. Moi, j'ai toujours un petit flou en ce qui concerne les métiers donc, de beatmaker, producteur et compositeur. Est-ce que tu pourrais nous éclairer un petit peu sur ces 3 métiers-là? En vrai, la distinction entre les trois, elle est super fine. Même moi, j'ai du mal avec, pour te dire. Producteur, déjà, c'est un terme à double sens. Il y a une définition française, entre guillemets, une définition américaine. Pour la définition française, ça se rapproche du beatmaker, le producteur. Définition américaine, c'est plus comme DJ Khaled. Tu sais, c'est quelqu'un qui invite des gens sur un projet, il y a une dimension de direction artistique qui rentre dedans. Ensuite, pour ce qui est du beatmaker, c'est quelqu'un qui va faire des prods qui sont destinés à des artistes, pour qu'il y ait des voix qui viennent se poser dessus, etc. Après, c'est mes définitions aussi, je dis n'importe quoi. Et pour ce qui est du compositeur, c'est plus large que le beatmaker. Il peut autant travailler pour des musiques de films, pour des musiques... Il met déjà la misère. Oui, parce qu'on doit vous informer, il y a un chat pendant l'interview. Donc, Mais non, il peut faire de la compo à l'image, de la compo pour des pubs, pour des films, etc. Donc c'est un peu plus large que juste beatmaker. On dit que le compositeur, c'est un peu une sorte de chef d'orchestre aussi? Ouais, c'est un peu ça. Bah, par exemple, Sofiane Pamar, c'est plus un compositeur qu'un beatmaker. Même s'il y a beaucoup de gens qui posent sur son piano, c'est plus un compositeur qu'un beatmaker. Ok. Le point commun entre ces 3 métiers, selon moi, c'est que ça reste quand même des métiers d'ombre. Ouais. Mais je trouve qu'il y a quand même un tournant ces dernières années autour de ces métiers-là. C'est qu'autour de l'image même du beatmaker, si on cible un petit peu le beatmaker. Actuellement, il y a des personnalités, tu parlais de DJ Khaled par exemple. Je pense à Metro Boomin aussi pour le volet States. Le côté francophone, on peut penser un peu à Le Motif. Qui démocratise un peu l'image du beatmaker, qui le remettent un petit peu au devant de la scène. Est-ce que tu as l'impression que c'est un phénomène comme une sorte de prise de revanche par rapport à toutes ces années où le beatmaker il est resté dans l'ombre des artistes? Oui et non. En vrai, je pense que ça s'explique par plein de trucs. Déjà, je pense il y a beaucoup de beatmakers qui souhaitent rester dans l'ombre. C'est pour ça que ça met du temps à émerger. Là, il y en a de plus en plus qui veulent de la lumière, et avec les réseaux sociaux, etc. Chaîne YouTube, on peut citer Isos. Il y a plein de gens qui se lancent et qui se mettent en avant en tant que beatmaker. Puis c'est un métier qui passionne de plus en plus, donc ça explique pourquoi il y a des gens qui commencent à être mis en lumière du côté des beatmakers. Après, je pense aussi que c'est parce que les prods, ça c'est un avis qui n'engage que moi, mais prennent de plus en plus d'importance dans le rap. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à l'ancienne, une prod c'était une boucle, généralement. C'était très répétitif et c'était l'artiste qui faisait tout de par son flow, de par ses lyrics, etc., etc. Là où maintenant, en vrai, une prod, ça dépend du style de morceau, mais c'est beaucoup plus important. Ça prend plus de place dans un son que ça le prenait par le passé. Il y a des prods mythiques, des sons des années 2000, 90, etc. Mais j'ai l'impression que maintenant, la prod dirige beaucoup plus le morceau qu'elle pouvait le diriger avant. Un beatmaker, avant tout, c'est un artiste. Il fait pas que des prods dans le but qu'il y ait quelqu'un qui vienne saccager ou non sa prod, parce qu'il y en a beaucoup qui saccagent nos prods. En gros, je pense que c'est... quand t'es beatmaker, même quand t'es ingé, quand t'es dans les métiers de l'ombre comme ça, t'es souvent frustré parce que tu peux pas t'exprimer à ton plein potentiel ou tu peux pas aller au bout de tes idées parce que t'es toujours obligé de faire en fonction des idées de la personne qui vient poser sur ta prod ou qui vient enregistrer le morceau ou quoi que ce soit. C'est normal, t'es un prestataire de service, t'es là pour répondre à une demande, donc t'essaies d'y répondre le mieux possible, mais du coup tu peux pas laisser place à 100% à ta créativité parce que t'es toujours bridé un peu par la demande de l'artiste ou par sa vision où tu dois t'accorder avec lui. Du coup, je pense qu'un projet de beatmaker, c'est histoire de dire je fais ce que je veux, je le fais comme j'ai envie.
Et pour une fois, c'est vous qui allez m'écouter plutôt que l'inverse. Il y a un kiff un peu personnel. Ouais, c'est ça. C'est pour éliminer la frustration que tu peux avoir en tant que beatmaker au quotidien, je pense. Là, on parle de beatmaking, mais toi, tu es aussi ingé son. Donc, tu as une double casquette. Il y en a qui ont du mal à faire une différence, mais il y a une réelle différence entre les deux. Ton domaine de prédilection, ça reste quand même l'ingénierie son. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est plus facile d'en vivre. C'est ça le principal. Non, c'est surtout pour ça. Et c'est parce que, en vrai, c'est deux métiers totalement différents. Comme on en parlait en off tout à l'heure, le côté beatmaking, je préfère le garder en passion plutôt que rentrer dans le côté business de la prod, etc. Ouvrir une chaîne YouTube, faire des visuels, ouvrir un compte BeatStars, poster des... Enfin, ça demande une régularité, ça demande du temps que j'ai pas, de par l'autre facette qui est un G-son qui me prend beaucoup plus de temps. Donc je préfère garder ça en passion sur le côté, j'en fais toujours, j'ai pas le temps d'en faire pour moi, pour mon propre plaisir, mais j'en fais en session compo sur mesure pour des artistes qui viennent ici, on fait la prod ensemble, après ils enregistrent. Donc voilà, ça répond à ta question. Ça répond à ma question. Et je sais que tu fais une distinction entre, donc tu me disais qu'on parle souvent de ça, mais une distinction dans le métier d'ingé son entre ingé son passif et ingé son actif. Ouais. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Alors, pour moi, sans vouloir cracher sur le taf de personne, il y a beaucoup de studios que je considère comme des studios usines. Dans le sens où tu y vas, si tu n'as pas un minimum de notoriété, que tu n'es pas un minimum quelqu'un, tu dis bonjour à l'ingé, tu fais ce que tu as à faire. Si tu es content, tant mieux. Si tu n'es pas content, on la refait. Tu passes tes sous, tu te casses. Ça s'arrête à là. Et en vrai, c'est pas intéressant d'un point de vue artistique. Et la plupart des gens qui bossent comme ça, leur taf, en règle, se limite à appuyer sur espace, ils donnent aucune idée, ils participent pas au morceau. La seule phrase qui sort de la session, c'est « Elle te plaît ? Elle te plaît, tant mieux, on continue. » Il n'y a pas d'idée de proposer, il n'y a pas de créativité. Enfin, c'est vraiment appuyer sur espace, tu vois. Donc ça, pour moi, c'est des gens qui sont totalement passifs. Et c'est un truc que j'aime pas faire déjà, que je peux pas me permettre de faire parce que je me dois de respecter le client. Et en vrai, je me ferais chier si je fais ça. Du coup, ça, pour moi, c'est les ingés passifs, entre guillemets. Et ensuite, tu as les ingés actifs qui, eux, sont plus... essaient de rajouter une partie de leur vision dans le morceau, de proposer des idées, d'accompagner un peu l'artiste sur le morceau. Ça crée la magie du studio, entre guillemets. Parce qu'il n'y a pas de magie au studio, c'est jamais, c'est juste appuyer sur espace. Elle est bonne, elle te plaît, vas-y, on passe à la suite. Donc voilà la distinction entre les deux, pour moi. Ouais, donc toi, tu as besoin de mettre un peu d'âme aussi dans ce que tu fais, quoi. Ouais, non, sinon je me fais chier. Hein. Sinon je m'endors pendant la session. C'est pas possible de rester passif et de... Ouais, puis c'est un métier qui, quand même, est déjà un petit peu... tu m'excuseras du terme, mais un peu, je vois ça robotique quelque part. Ouais. On associe beaucoup ça un peu au geek aussi, tu sais, t'es un peu derrière ton écran, tu montes comme ça, enfin je dis tu montes, mais j'ai pas les bons termes, je pense à l'image, mais voilà, toute la journée et tout, donc si en plus t'amènes pas un petit peu d'âme, un petit peu de kiff, de créativité là-dedans... C'est ça, mis à part appuyer sur espace, enfin appuyer sur espace toute la journée et faire juste ce que le client me demande, comme t'as dit, je me transforme en robot, et je prends aucun plaisir à faire ça. Du coup, je suis obligé toujours de proposer des idées, d'essayer, essayer de faire la prise comme ça, essayer peut-être de plus crier sur celle-là, de la faire en chuchotant dans les bacs ou quoi, histoire de voir ce que ça peut donner, de participer un peu au morceau aussi, et histoire que quand ils sortent aussi, je pense que ça rajoute une plus-value au studio, parce que quand il sort de la session, il se dit, bon, l'ingé, il m'a aidé, et quand il écoute le morceau, il se dit, ah, ça c'était une idée à lui, ça rend bien, si ça rend bien, hein. Ça rend bien, bah, si j'étais allé dans un autre studio où c'est plus comment dire, plus direct, plus on va droit au but sans chercher des nouveaux trucs ou quoi, ça aurait été un bon morceau aussi, mais plus générique peut-être. Puis en plus, les ingés, les beatmakers aussi, on a une expérience parce qu'on voit des gens défiler à longueur de journée qui fait qu'on peut apporter cette expérience au mec qui est là. Donc pourquoi ne pas lui en faire bénéficier? Ouais, puis même au niveau des client, parce que je voulais dire artiste, mais pour moi le beatmaker c'est aussi un artiste, qui vient chez toi, ça fait aussi passer un moment complet. Quoi, ouais, c'est ça. Puis ça, le partage, c'est au centre de la musique. Donc quand on fait de la musique ensemble, autant partager. C'est bien à la fois pour l'ingé, c'est bien à la fois pour le client, et je pense que c'est bien à la fois pour le morceau aussi. Du coup, tu bosses ici dans ton studio à Montpellier. Tu bosses seul, entre guillemets, tu es auto-entrepreneur. Ouais. Mais je te vois souvent associé à l'Arche, qui est une sorte de collectif, j'ai l'impression, de créateurs artistiques un peu. Est-ce que tu peux détailler ça? Alors, collectif, j'aime pas ce terme parce que ça fait très section d'assaut, team BS, etc. C'est pas un collectif dans le sens où on bosse pas tout le temps ensemble, on fait pas des projets de groupe, mais c'est une sorte d'équipe. Tu veux l'histoire complète? Ouais. Ok, alors tout commence en 2017. 2017, je sors du bac, donc je commence les études sup, etc. Je commence à avoir ma petite autonomie, ma petite indépendance, et je commence à me lancer un minimum sérieusement dans la musique, à être un peu régulier et tout. J'étais nul à l'époque, mais je me lance un peu régulièrement, etc. Pas nul débutant? Ouais, c'est ça, nul comme un débutant. On commence à avoir l'idée avec un collègue à moi de partir en séminaire avec plein d'artistes, etc.
notre délire de jeunes passionnés. Et on voulait appeler ça l'Arche, en référence à l'Arche de Noé, aussi pour le côté maritime, voyage, etc., qui nous parlait bien. Et finalement, ça n'a pas pu se faire parce qu'on n'avait pas les connaissances à la fois techniques et humaines pour mettre le projet à bien. Du coup, c'est une idée qui est tombée à l'eau, mais qui n'a pas cessé de vivre pour autant. Elle est restée dans un coin de ma tête. Okay. À l'époque, j'étais à Valence. Et l'année d'après, je suis venu à Montpellier du coup, pour des études qui n'ont rien à voir avec la musique. En gros, je passais 1 an à Montpellier où j'ai fait un 2 Stagaps. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Non. C'est des études dans le foot pour apprendre à gérer un club sportivement parlant, administrativement parlant, financièrement parlant. Ou parce que je viens du schéma classique, le foot à la musique. Ok, ouais, c'est ça. Puis tu as fait les croisés. Il n'y a pas de croisés, j'étais nul. Mais non, du coup, je fais 1 an de ça. Donc, bon, des rencontres dans la musique. Enfin, pour la musique, j'en ai pas fait là-bas. Ça m'a pas plu. Et comme pour le beatmaking, j'ai préféré garder le foot en passion plutôt que rentrer dans le... Enfin, que ça me dégoûte du foot, en fait, de travailler dedans. Du coup, après, je me suis réorienté en cinéma. Rien à voir avec la musique, encore une fois. Mais là, j'ai rencontré des mecs qui sont derrière la caméra. J'ai rencontré des mecs avec qui j'avais plus d'atomes crochus, on va dire. Donc là, l'idée, elle a commencé à renaître quand j'ai rencontré Issa, un photographe réal. De fil en aiguille, j'ai commencé à rencontrer des artistes, j'ai commencé à me faire un petit réseau, etc. Et du coup, on a commencé à monter l'Arche. L'idée de base, c'était de réunir un maximum de profils différents pour pouvoir faire toute la chaîne de création d'un morceau de A à Z. Donc tant sur le plan sonore que sur le plan visuel, que sur le plan accompagnement, marketing, etc. etc. Et du coup, l'idée, c'était pouvoir, dans un premier temps, ne s'ouvrir à personne, rester qu'entre nous avec des artistes qu'on sélectionne et faire une ferme à expérience, entre guillemets. Dans le sens où l'artiste enregistrait gratuitement chez moi, du coup moi je me faisais la main. Derrière il faisait son clip gratuit avec Issa, du coup il se faisait la main. Et lui aussi l'artiste se faisait la main du coup en faisant tout ça parce que ça lui apportait une expérience. Et du coup de fil en aiguille on a tous pris un niveau assez rapidement parce que du coup on faisait ça constamment. Jusqu'au moment où on a eu un niveau qui nous permettait de pouvoir tarifer nos services. Donc là on a décidé de s'ouvrir à des gens et de proposer nos services du coup en tant que structure 360 entre guillemets. Au début on était une quinzaine à peu près. À l'ouverture, c'était une grosse équipe. Je te parle de ça, ça fait 4 ans qu'on a monté le truc, 4-5 ans. Au fur et à mesure, il y en a qui ont pris des chemins différents, etc. L'équipe, elle s'est resserrée. Sur les quinzaines, il n'y en avait pas une quinzaine d'actifs. Il y avait un petit noyau central de 7-8 personnes qui étaient vraiment actifs. Donc là, il ne reste qu'une partie de ce noyau, parce qu'il y en a qui ont arrêté, qui ont fait des choix totalement différents. Donc là, ça a une autre forme, mais c'est toujours d'actualité. Il y a plein de trucs qu'on voulait faire qui sont restés en stand-by. Mais c'est toujours d'actualité. Là, on va dire qu'on fait tous un peu notre chemin de notre côté pour essayer de tout remettre en commun plus tard. Tu parles de ton chemin. Toi, tu commences à t'essayer à d'autres casquettes aussi, de management d'artistes, par exemple? Ouais, c'est ça, mais c'est un grand mot. Hein. Ouais. Je me prétends pas manager, mais en gros, l'année dernière, j'ai commencé à développer, entre guillemets, un artiste avec qui je bossais, qui, avant la musique, était un très bon pote à moi. On se captait 1 fois par semaine pour faire du son ensemble, et j'agissais pas que sur l'aspect musical. L'idée, c'était aussi de mettre le nez dans la DA. En fait, d'avoir toutes les casquettes, on revient à ce que je disais tout à l'heure, de faire bénéficier l'expérience que j'ai pu accumuler, tant sur le plan musical que sur l'extra-musical, que sur ce qui accompagne la musique, pour essayer de le faire aller le plus loin possible. Malheureusement, il y a eu un petit imprévu, il est tombé en prison. Ah, ok, ouais, c'est un léger imprévu. Ouais, du coup, ça a été mis en stand-by. Et là, il y a un autre artiste depuis quelques mois, enfin, ça fait 1 année que je bosse avec lui à peu près là. Depuis quelques mois, je reproduis un peu le même schéma avec lui. Et on va voir où ça nous mène. Hein. Avant de changer un petit peu de sujet, pour terminer sur ton travail, là, tu es à Montpellier en ce moment. Est-ce que tu aurais des envies de bouger, de délocaliser ton studio? Est-ce qu'il y a des villes qui t'intéressent? Alors, envie, oui et non. En gros, je suis dans le flou total, comme je te disais tout à l'heure par rapport à ça. Quand je suis arrivé sur Montpellier, j'étais partisan de je vais rester à Montpellier toute ma vie. Et je préfère largement, je trouve ça plus excitant en fait de construire quelque chose dans une ville où rien n'est construit, parce que l'état de l'industrie de la musique à Montpellier, il est catastrophique. Quand je dis ça, c'est qu'il n'y a pas d'avocats spécialisés dans la musique, il n'y a pas de label. Il y en a beaucoup qui s'autoproclament labels, mais ce n'est pas réellement des labels. Ils ne sont pas structurés comme des labels, financièrement parlant, économiquement parlant, ça ne marche pas comme des labels. Juridiquement parlant, ça ne fonctionne pas comme un label non plus. Ce qui fait que, ouais, en vrai, mis à part des studios, des artistes et des potes managers, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de radio spécialisée rap. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Même au niveau des salles de concert, en vrai, il y a très peu de premières parties faites par des Montpelliérains. Il y a très peu de concerts faits par des Montpelliérains. Donc, je pars du principe que l'industrie à Montpellier est à construire. Et comme je disais, je trouve ça beaucoup plus excitant de construire quelque chose sur un terrain vague plutôt que d'aller à Paris où le château est déjà construit et essayer de trouver une chambre, ou trouver un lit superposé dans une chambre. C'est compliqué. C'est ça. Et c'est surtout que c'est moins glorifiant personnellement de faire ça, je trouve. Du coup, pendant longtemps, j'ai eu cette mentalité. Et là, ça fait 4-5 mois que ça me travaille à peu près. Et je ne dis pas que je vais partir de Montpellier, mais que l'idée de partir me plaît.
là où avant je voulais pas du tout en entendre parler. Tu t'ouvres. Ouais, c'est ça, et c'est aussi parce que je commence à avoir des bonnes opportunités, que ce soit à Paris ou dans d'autres villes. Le petit monde de la musique avec lequel tu rêves de bosser quand tu te lances, c'est les mecs que t'écoutais quand t'avais 14 ans et tout, ce petit accomplissement de je t'écoutais quand j'avais 14 ans, maintenant je bosse avec toi, c'est pas à Montpellier que je vais l'avoir. Parce qu'il n'y a pas de gros artistes à Montpellier, les gros artistes ne viennent pas à Montpellier en vacances. Tu vois, par exemple à Nice, je sais qu'il y a beaucoup de studios, les gros studios de Nice reposent beaucoup là-dessus, dans le sens où c'est la Côte d'Azur, les gros artistes de Paris descendent sur la côte pendant les vacances, et eux, ça leur permet de bosser avec ces gens-là, parce qu'ils peuvent les attraper pendant les mois où ils sont en vacances, pendant l'été ou quoi que ce soit. Montpellier, mis à part Niro qui vient à Palavas, il n'y a pas rien. grand-chose. Ouais, c'est ça. Donc, par volonté d'aller plus loin et de passer des steps. En gros, là, j'ai l'impression d'avoir atteint un plafond de verre qui est impossible à briser si la ville évolue pas. Et je peux pas porter tout ça sur mes épaules. Donc, je me dis que ça peut être intéressant de partir pour essayer de passer des steps en plus dans ce que je veux accomplir. T'as bientôt fini le jeu à Montpellier. Ouais, c'est ça. Hein. Ça paraît prétentieux de ouf, mais c'est un peu ça. Petit flashback. On s'est rencontrés sur la 2e édition de Talaref l'année dernière. Donc on a été invité par une des coordinatrices de l'événement, donc Océane, la rapporteuse, qu'on embrasse. Qui est la future maire de Montpellier. Hein. Exactement, la future maire de Montpellier, trop forte. Bien sûr que c'est banger. Incroyable. Wesh la zone, j'espère que vous allez bien. Et on avait été invité à participer à un talk show donc pour traiter du sujet de la place de la femme dans le rap. Ouais. On était accompagnés de Sigma et d'Elsa Pujol aussi. Je pense que tu me vois venir, mais du coup, j'ai envie de te demander aujourd'hui, est-ce que tu trouves que les femmes sont sous-représentées ? Je dis bien sous-représentées parce qu'elles ne sont pas inexistantes, il y en a, mais sous-représentées dans le milieu du beatmaking et de l'ingénierie du son. Oui, mais je pense que c'est un métier où les femmes sont moins présentes déjà de base. Parce qu'il y a moins d'icônes, il y a moins de gens qui se mettent en avant. On en parlait tout à l'heure, des beatmakers qui se mettent en avant, des ingés qui se mettent en avant. Les femmes sont moins représentées, elles sont moins mises en avant. Il y a très peu de femmes youtubeurs ingé son ou de femmes youtubeurs, enfin youtubeuses du coup, beatmakers. Ce qui fait que je pense qu'elles se sentent peut-être un petit peu moins représentées, que c'est un milieu qui est un petit peu fermé à la femme de base, si on remonte à ce qui se passait avant. Donc c'est en train de s'ouvrir petit à petit. Enfin, il y a plein de trucs qui se créent justement pour essayer de développer ce côté-là. Il y a le label Blue Sky il n'y a pas longtemps qui a fait un appel aux beatmakers. Je suis pas sûr que ça soit Blue Sky. Mais qui a fait un appel aux beatmakers pour faire un projet 100% composé par des beatmakers. Ouais. À savoir que Blue Sky, c'est quand même des gros noms, c'est des Lesram, c'est des Kershak si je me trompe pas, c'est des Jola Green. Enfin, c'est des noms qui sont intéressants, tu vois. Donc c'est en train de se développer petit à petit. Mais c'est vrai qu'elles sont sous-représentées pour l'instant. Mais je pense que ça s'explique de plein de manières différentes. Je sais pas de justifier ça. Ouais, j'imagine, vaut mieux pas. Non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est qu'il y a plein de trucs qui font qu'à l'heure actuelle, elles sont moins représentées. Peut-être parce qu'il y en a moins, peut-être parce qu'elles sont moins représentées. C'est un cercle vicieux. Mais ça va s'ouvrir au fur et à mesure du temps, je pense. Pour nuancer aussi, je pense qu'elles sont moins représentées d'un point de vue du grand public, mais qu'elles ont Enfin, il n'y a pas de traitement différent ou quoi que ce soit au sein même de l'industrie, comme il pouvait y en avoir il y a quelques années en arrière. Alors, il y a plein je parle d'un autre métier de l'ombre, mais de top-lineuse. On peut citer Meryl, top-lineuse de fou furieux. Trop forte. Elle est respectée par tout le monde à l'intérieur du truc, mais personne ne sait que c'est elle, tu vois. Donc, elles ont ce succès au sein même de l'industrie, mais elles l'ont pas forcément vis-à-vis du grand public. Et c'est un sujet complexe. Hein. Ouais, ce sera sur un autre épisode, du coup. Ouais. En faisant mes recherches pour préparer cette interview, j'ai atterri sur ton compte Twitter, que dis-je, sur X. Et alors, autant t'es pas du tout fanat d'être mise en lumière, voilà, tu te montres jamais sur tes réseaux, pas de photos, rarement de vidéos, enfin même très peu. Merci d'ailleurs d'avoir accepté cet échange aujourd'hui. Mais sur ton compte Twitter, j'ai l'impression que c'est ton double maléfique. Je suis en roue libre. Hein. Ah ouais, c'est roue libre, ça tire à balles réelles, il y a de l'ego trip, c'est des coups de gueule et tout. C'est quoi ton rapport avec ce réseau social ? Avant même la musique, en vrai, j'ai toujours kiffé Twitter. L'époque Twitter 2014-2016, je sais pas si tu l'as vécu. C'était un peu, c'était hardcore. Hein. C'était trash de ouf, mais j'aimais trop ça. Ça reste hardcore. En termes de divertissement, ça me fait trop rire en fait. Et non, je sais pas, Twitter, ça a toujours été une petite habitude pour moi de tweeter. Il se passe un truc, je le tweet, petit coup de gueule, je le tweet, mais toujours essayer de le tourner sous la vanne. J'ai jamais attaqué quelqu'un publiquement sur Twitter ou quoi, je suis pas méchant non plus. Non, c'est ça, je vais préciser, il n'y a pas de manque de respect sur qui que ce soit, mais ça m'a fait rire de voir cette différence entre le personnage discret, général, et là, quand je suis tombée dessus, je me suis dit, mais qui est cette personne, tu vois. Ouais, mais non, du coup, c'est mon petit journal intime, Twitter, qui est pas intime parce que c'est public, mais c'est mon petit journal intime où dès que je vois un truc un peu drôle ou quoi, je le mets.
Des fois, il se passe des dingueries en studio, t'as des mecs qui tapent des pompes avant d'aller enregistrer pour... Ça me fait rire, du coup, je suis obligé de le tweeter, tu vois. Tu pourrais vlogger les sessions Je pourrais, et c'est une idée que j'avais... Alors, pas vlogger, parce que je suis pas du tout un mec de la post-prod. Je préfère quand c'est spontané, quand c'est du live, etc. Du coup, ce qui sous-entend que j'aimerais bien faire des sessions en live sur Twitch. Ok. Et je trouve le concept est stylé de ouf. Ouais. Alors l'idée, je l'ai depuis un moment, entre-temps, il y en a qui l'ont fait. Donc je suis plus le premier sur l'idée, j'ai un peu la haine. C'est souvent mais ça. Ouais. Faut être actif rapide. Ben, je voulais, mais j'ai pas la l'idée. fibre. J'ai pas la fibre et faire un stream en ADSL, C'est mort. c'est pas évident. Mais ouais, non, je voulais faire je veux mettre en place des sessions sur Twitch où soit je mets un créneau par semaine ou tu sais, spontanément je lance le live comme ça. Des trucs 100% création où il n'y a pas de texte déjà écrit, de morceaux, enfin de prod déjà choisi ou quoi, on fait tout sur place. Comme ça laisse le public aussi participer au morceau, entre guillemets. Et je pense que c'est stylé à la fois pour le côté divertissant, que ça a plein d'avantages aussi vis-à-vis de l'artiste, parce que pour un artiste émergent qui est en train de se développer, il n'y a pas plus simple que de créer un lien avec un mec qui participe directement à ton morceau. C'est-à-dire qu'ils peuvent créer une attache directement avec les viewers du stream. Et même s'ils sont 15 sur le stream, en vrai, si je dis n'importe quoi pendant qu'il écrit, il dit « Ah, il me faut une rime avec ça », il y a un mec qui propose dans le chat. Ils sont un peu inclus dans le morceau, etc. etc. Au fur et à mesure du temps, tu sais, ça peut créer une proximité avec ces gens-là, qui peuvent leur créer une audience, etc. etc. Donc je pense que ça a plein d'avantages pour tout le monde, et que ça peut être un bon moment passé, à la fois artistiquement parlant, en termes de divertissement. Donc, puis ça crée une visibilité, ça me fait penser un petit peu à plus grosse échelle, mais à PLK qui avait fait son projet, alors ENA, si je dis pas de la merde, conjointement en fait avec ses fans, ses abonnés, et c'était assez marrant comme concept. C'est un peu dans cette idée-là, mais en plus spontané du coup en live. On approche de la fin de cette interview. Est-ce que tu as un moment marquant de session où tu as eu un échange particulier avec un artiste, où il s'est passé un truc, ou ne serait-ce qu'une dinguerie par exemple? Est-ce que tu as une anecdote à raconter? Tu veux un truc positif ou négatif? C'est toi qui choisis, les deux? Alors attends, laisse-moi réfléchir. Négatif, j'en ai plein. Mais c'est pas négatif péjoratif, mais c'est des trucs drôles en fait, ça me fait rire. Positif, j'en ai plein aussi, mais c'est pas des trucs marquants. Ok, ça t'a pas touché? Ouais, il y a des morceaux qui m'ont touché, il y a des gens, sans citer les noms, qui ont fait des morceaux sur leur mère qui venait de décéder il y a moins d'une semaine. Ouais, okay, c'est des trucs, c'est des sessions où elles sont fortes, tu vois. Mais je dirais pas que c'est des trucs marquants qui vont marquer toute ma vie non plus. J'ai pas encore vécu ces moments-là. 2-3 fois, je me suis retrouvé en session avec des mecs que j'écoutais quand j'avais 14 ans. Donc j'étais comme un fou, tu vois. Là, dernièrement, j'ai mixé le plus gros morceau le plus gros morceau que j'ai jamais mixé en termes de chiffres qu'il va faire. Donc c'est un petit step passé aussi, c'est des moments marquants. En négatif, pour en citer un qui me fait bien rire, une fois j'avais un mec, pour situer un peu, il a la trentaine à peu près. J'espère qu'il va tomber sur cette interview. T'espères en plus. Ouais. Il voulait mettre un loup au début d'un morceau. Un loup-garou, tu sais, qui faisait « Ah ouh » au début d'un morceau. Jusqu'à là, tout va bien, tu vois. Du coup, je lui dis, si tu peux chercher de ton côté des bruits de loup, comme ça, tu m'envoies celui qui te correspond le plus. Il m'envoie une vidéo de loup sur YouTube, je la convertis en MP3, je la mets au début du morceau. Il me dit, il y a un problème, le loup, il chante faux. C'est un loup. Le loup chante faux. Ouais, du coup, pour la vanne, je le mets sous autotune, le loup. Okay. Et je lui renvoie le morceau. Et après, il me dit, ouais, c'est pas mieux que je fasse le loup moi-même. Je dis, si tu penses pouvoir faire mieux le loup qu'un vrai loup, fais le loup. Et du coup, j'avais un trentenaire qui, dans la cabine, faisait le loup pendant 15 minutes, qui criait « Ah ouh » au début du morceau, pour au final dire « Ça rend pas comme je voulais ». J'ai des actions comme ça, en vrai, j'en ai toutes les semaines, je te jure, ça me tue de... Tu dois avoir des sacrés persos un peu... Ouais, non, il y en a, c'est des phénomènes. Des gens qui s'inventent des vies, des trucs comme ça, il doit y en avoir pas mal. Non, il y en a, c'est des phénomènes. Alors, en dernière question, du coup, on va parler de musique, forcément. Parlons de musique. Qu'est-ce qui tourne en ce moment dans ta playlist? Et est-ce que tu aurais un titre phare à nous recommander, à intégrer à la playlist de Nomade? Non, là, dernièrement, il y a le projet de Malo qui est sorti là, avant-hier, hier ou avant-hier, qui est méchant. Sinon, l'ESRAM, le projet de l'ESRAM. On l'avait pas eu encore, on vous présente Vito, voilà, qui nous... L'assistant. L'assistant de l'interview. Non, le projet de l'ESRAM qu'il a sorti là en janvier, parce que l'ESRAM, je suis fan aussi, il est trop fort. Donc, ouais, je pense que c'est ce qui tourne le plus dans mes écouteurs en ce moment. Je sais que t'es pas trop porté sur ce qui est un peu populaire, mainstream, tout ce qui est... Ça tire un peu des fois sur Jul, Damso, les choses comme ça. C'est pas des trucs qui te parlent du tout? Non, ça dépend. Est-ce que c'est le côté juste parce qu'ils sont surpopulaires ou rien à voir? Il y a peut-être une partie aigrie de moi qui veut ça, c'est trop connu, du coup, j'aime pas. Mais c'est pas uniquement pour ça, c'est parce qu'il y en a beaucoup. Il y a des morceaux ultra mainstream que j'écoute, mais c'est parce que pour beaucoup, j'ai l'impression que c'est une recette qui, quand tu travailles dedans, tu la connais par cœur, donc ça se reprend pas musicalement parlant.
Donc c'est pas ce qui me touche le plus, entre guillemets. Là où ça peut parler à quelqu'un qui est pas à l'intérieur de la musique, qui connaît pas cette recette ou qui n'arrive pas à décrypter, entre guillemets, chaque truc de cette recette. Il y a beaucoup de morceaux, ils se ressemblent, j'ai l'impression de les avoir entendus 40 fois déjà. Donc j'ai aucun intérêt personnel à les écouter, entre guillemets. Merci beaucoup. Mais merci à toi. De m'avoir reçu dans ton chez toi. Et j'espère que cet épisode vous a plu. Et puis on se retrouve pour plein d'autres épisodes de Nomade. Je vous dis à bientôt.